Bertrand est vice-président pour la France de la société Brandwatch. Brandwatch, c'est un des leaders mondiaux de ce qu'on appelle l'écoute sociale. L'écoute sociale, tu nous expliqueras ce que c'est. Avec Bertrand, on a une passion commune qui est le vin, parce qu'il est passionné par la big data et par l'écoute des réseaux sociaux, mais il est également un vrai passionné de vin. Donc on a des discussions mi-professionnelles, mi-amatrices quand on se rencontre. Et Vin et Société et le Vinocamp lui ont proposé de faire une étude pour essayer d'aller comprendre quelles sont les discussions autour du vin en Europe sur les réseaux sociaux. Et c'est les résultats de cette étude que tu vas nous présenter. On vérifie que ça marche bien. Les slides sont en anglais, mais tu présentes en français. Exactement, on va faire comme ça. À tout à l'heure. Merci Arnaud. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ici. Donc, dans les 10-15 minutes qui suivent, on va vous donner un petit panorama d'une étude qu'on a faite sur les thématiques que Arnaud a discutées. Nous, notre société, donc, on fait de l'écoute sociale, on crawl sur 100 millions de sites de manière régulière et on vient récupérer des insights et de différentes manières. Soit nos clients le font eux-mêmes, soit on a des équipes de recherche, comme ça sera le cas ici, qui font les analyses pour que vous puissiez en retirer toute la substance. Parce que la big data, c'est énorme et pour arriver à des conclusions ou des données qui soient actionnables, c'est assez complexe. Donc, on est à disposition. Si vous voulez, après, on pourra en discuter. Hop. Hop. Sur quoi je dois pointer, Arnaud, pour que ça marche? Ah voilà, c'est bon, c'est bon. Non, tu vois, j'ai éteint. Attends. Ah, voilà, c'est bon. Donc, on a fait un panorama, on a écouté tout ce qui se disait au niveau européen, au niveau du vin, en termes d'usage, et on a essayé, puisqu'il y a toute une discussion autour de l'Europe, on a essayé de travailler sur des spécificités nationales qui peuvent être intéressantes à intégrer pour vous. Donc, grosso modo, on a récupéré 2 ans d'historique. Dans nos serveurs, on a 10 ans d'historique. Donc, désolé si vous ne voyez pas bien, je vais essayer de commenter au mieux. Donc, on a récupéré 2 ans d'historicité, et ce qui correspond dans notre domaine d'activité à 370 000 mentions. Donc, ils nous ont permis d'analyser les comportements que je vais vous présenter. Donc, si on part du buveur moyen, alors ce n'est pas très intéressant, mais effectivement, globalement, sur ces 370 000 mentions, le buveur moyen en Europe, il est masculin, il boit surtout le vendredi soir, il est actif sur Twitter et Instagram, et il a une propension à vouloir bien avoir des vins qui ont un goût fort et qui s'accordent bien avec la nourriture qu'il mange. Ça, en fait, ces données, d'un point de vue général, n'apportent pas grand-chose. Donc, ce qu'on va faire, on a sous-catégorisé et essayer de trouver des particularités dans chaque pays, chaque communauté. Donc, ce travail peut être infini, mais pour la restitution aujourd'hui, on l'a fait de manière assez simple pour vous donner quelques pointers. Donc, on a vu qu'en Italie et en France, il y a 8% et 11% des discussions qui sont autour du pairage entre vin et nourriture. Alors, comme il y avait beaucoup de données, nous, on traite ça souvent par nuage de points. Plus les mots sont importants, plus la représentativité de ces mots est forte. Et on a remarqué qu'en Italie, les Italiens ont aussi une forte propension à accorder leur vin avec leur nourriture, mais ils ont aussi une forte propension à cuisiner avec le vin. Et on a récupéré énormément de discussions autour de recettes autour du vin, comment utiliser le vin dans la cuisine. Alors qu'en France, la discussion de pairing entre nourriture et vin se faisait autour de discussions autour de restaurants, de manière très marquée. Donc, sur cette première étude, on voit que si vous êtes intéressé d'engager avec des influenceurs, avec des personnes qui sont actives socialement, vous avez intérêt à sélectionner ou identifier les personnes qui parlent de cuisine en Italie et les personnes qui dînent au restaurant en France. Donc ça, c'était un point de vue assez intéressant. Alors, en Angleterre, les choses sont légèrement différentes. L'Angleterre n'est pas un gros producteur de vin et le vin est consommé surtout sur des occasions particulières, soit autour de Noël, soit au travers de dégustations. Et en fait, donc c'est vraiment une consommation beaucoup plus précise dans le temps. Par contre, on a remarqué que les Anglais parlaient beaucoup de Prosecco. Donc aujourd'hui, les discussions autour du Prosecco, c'est 3 fois plus important que dans le reste de l'Europe. Et ils ont tendance à associer le Prosecco à une nourriture un petit peu basique de tous les jours, genre pizza. Il y a même un tweetos ici qu'on a repéré avec quelqu'un qui buvait du Prosecco en mangeant un sandwich
avec des sandwichs au poisson. Bon, c'est bien anglais, mais voilà. Donc c'est intéressant de voir que le vin est associé à quelque chose d'exclusif et que le Prosecco est associé à quelque chose de la vie de tous les jours. On ne parle pas de bière, mais le Prosecco, en tout cas, est assez largement consommé. En Allemagne, on a une petite surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, mais en Allemagne, il y a beaucoup de discussions de consommation d'alcool, mais il y a aussi beaucoup de discussions de consommation raisonnable. Donc, tout à l'heure, je suis passé voir Wine in Moderation, et en fait, c'est assez paradoxal, on parle de vin, mais comment boire du vin raisonnablement? Et il y a une dimension des conversations autour de la santé qui est très, très importante en Allemagne. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte quand vous engagez sur le territoire allemand. Là, j'espère que vous arrivez à voir un peu les courbes, mais on a fait aussi une analyse du niveau de discussion par semaine ou par heure de la journée. Et on s'est aperçu qu'il y avait une différence entre les pays qui sont producteurs de vin, de gros producteurs de vin, et les pays qui ne le sont pas. Je vais vous montrer après. Est-ce que le pointer marche? Non. Il faut rallumer. Excusez-moi. Arnaud? Hop. Je vais continuer avant que ça. Je suis un mauvais manipulateur. Je vais éviter le pointer, je vais le montrer du doigt après. Vous pouvez le relancer. Donc en fait, on s'est aperçu que les pays qui ne produisaient pas beaucoup de vin, la consommation augmentait sur le week-end et les discussions étaient surtout en fin de journée. Alors qu'un pays comme la France, vous allez le voir sur la charte après, un pays comme la France, on parle de vin tout le temps, du matin jusqu'au soir, tous les jours de la semaine. Donc, si vous engagez socialement sur des publicités, c'est intéressant de faire des publicités à des moments qui sont judicieux à faire. Donc, je vais vous le montrer, puisque le pointer ne veut pas fonctionner. Donc, la France, la consommation, le niveau de discussion constant. On commence sur les réseaux sociaux, on commence à discuter à 10h du matin jusqu'à 10h du soir. Donc, en France, on parle de vin tout le temps. Donc on a trouvé cette différence entre les gros producteurs et les non-producteurs. On a trouvé que c'était intéressant, notamment pour vous, pour ceux d'entre vous qui communiquent et qui engagent sur des publicités online. C'est très important de caler ça. Alors, tous les secteurs d'activité ne sont pas comme ça. Dans le secteur du voyage, par exemple, les gens réservent leur billet d'avion ou leurs vacances dans leur break de midi et 2 ou à 11h du soir ou pendant les week-ends. Donc, en fait, ces courbes d'écoute sociale permettent de bien caler au moment où vous allez communiquer avec les gens que vous voulez toucher. On a aussi remarqué qu'il y avait un pattern un petit peu différent vis-à-vis des parents. En Angleterre, la proportion de parents qui boivent de l'alcool est très importante. Et souvent, ils le font après avoir assumé toutes leurs fonctions parentales. Et autour d'un jacuzzi ou en regardant de la télévision, communiquent sur le fait qu'ils consomment du vin. Donc c'est en tant que parent, on a dans les graphes ici une très forte représentativité de l'Angleterre et de l'Irlande et moins sur les pays genre Italie et Suisse. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a fait aussi une étude sur le genre des personnes qui parlent du vin. Et vous voyez que sur l'Angleterre et sur l'Irlande, la proportion de rouge, c'est l'ordre de 60%, sont des communications faites par des femmes. Donc en fait, la communication est très masculine dans les pays du sud de l'Europe, mais en Angleterre, la communication est très très forte. Alors moi, je travaille pour une entreprise anglaise, et on a l'habitude, après nos meetings, de sortir au pub, et je me fais toujours chambrer parce qu'on commande du vin. Tous mes collègues anglais boivent énormément de bière et très peu de vin. Ce sont surtout les femmes qui boivent du vin. Donc c'est un point intéressant à intégrer, pour comprendre aussi quelles sont les barrières, pourquoi les hommes, pour leur masculinité par rapport à leurs habitudes, ont tendance à moins boire de vin et boire beaucoup plus de bière. Donc, c'est une vision différente des nuages de mots entre hommes et femmes, mais ce qui apparaît aussi, c'est que les femmes aussi communiquent beaucoup plus sur des vins pétillants, champagne, prosecco, vins pétillants, 30% de plus que les hommes. Donc ça montre un peu la différence de consommation. Au travers de Brandwatch, on a là aussi la capacité à crawler des images. On crawl les logos, on crawl beaucoup d'images, notamment Instagram, et on crawl les emojis. Et on a eu des résultats intéressants sur le fait que déjà l'Italie, et la France aussi, mais surtout l'Italie, communique 3 fois plus que les autres sur Instagram, sur les bouteilles qu'ils boivent ou qu'ils ont testées.
Et la France et l'Italie, quand on fait les analyses d'emoji qui sont utilisés pour le vin, sont les deux seuls pays extrêmement chauvins ou nationalistes, dans le sens bon du terme, parce qu'ils font apparaître des drapeaux. Vous avez le drapeau italien qui apparaît ici, et dans le tweet, ici, où vous avez cette image de Barolo, on voit à peine, on le voit, ah non, il a disparu sur la visibilité, mais il y a un petit drapeau italien qui était intégré, mais qui n'apparaît pas sur le display. Donc en fait, on a deux pays européens qui sont très très fiers de leur production. Et moi, étant bordelais, quand je me déplace en Bourgogne ou en Languedoc, je me fais toujours chambrer, donc je m'oblige à boire les vins locaux aussi. Mais vous avez, au niveau national et au niveau région, une très très forte support de l'économie du vin local. Donc ça, c'est à noter aussi. En termes de tout ce qu'on a écouté aussi, on a regardé la voie d'entreprises et d'organisations en parallèle des individus. Et ce qu'on a constaté, c'était assez intéressant, c'est qu'on a regardé l'impact des tours opérateurs, des restaurants, des promotions de vins et d'événements calendaires. Et on s'est aperçu qu'en Italie, justement, la promotion de la consommation des vins et le lien entre les tours opérateurs et le vin était très très fort, beaucoup plus qu'ailleurs. Vous voyez, la proportion ici est très très significative. Quasiment 20% des conversations sont autour de l'œnotourisme en Italie. Ça, un chiffre assez important. En France, c'est surtout au niveau des restaurants, au niveau des pairings des vins et qui sont communiqués par les restaurants, où on a une forte dynamique. Et après, sur le reste de l'Angleterre, les Anglais aiment bien les promotions. Dès qu'il y a des dégustations gratuites, des bouteilles gratuites, beaucoup d'attention et beaucoup de dynamique autour de ces communications. La même chose sur les événements calendaires. On a fait une étude aussi en Angleterre pour une maison de whisky et c'était effectivement extrêmement marqué. Les séminaires, les promotions, il y avait un hôtel qui offrait une bouteille de whisky pour chaque visite en Écosse. Bon, ça a déclenché un buzz assez important. Donc, comment dire, suivant les types de business, des propensions, des différences suivant les pays. Ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'entre hommes et femmes, il y a la manière d'être influencé dans sa consommation de vin. On voit du côté des hommes, notamment en Suisse et en Italie, l'importance de Vivino ou du peer-to-peer recommendation. Ça, c'était vraiment une différence significative par rapport aux communications qui étaient liées au supermarché ou des news, des communications YouTube ou Vivino. C'était surtout Vivino qui apparaissait en priorité. Alors que du côté des femmes, c'était effectivement les promotions autour des supermarchés, les sélections proposées à certains moments au niveau des supermarchés. À côté de ça, on a essayé de regarder des influenceurs connus du type Robert Parker. Alors, Robert Parker est très très important mondialement, très très reconnu, notamment pour les vins de très très haut de gamme. Mais on s'est aperçu que socialement, la présence de Robert Parker était très très basse. Donc en fait, vous le voyez à peine apparaître, mais ici, la dernière barrière du graphe, c'est 0,15% des conversations. Donc sur les 370 000 tweets, il y en a vraiment très peu qui mentionnaient Robert Parker. Donc c'est un point intéressant parce que c'est un influenceur très très important par certains aspects, mais au niveau social, il y a plein de micro-influenceurs qui vont être beaucoup plus consultés que lui. Donc à prendre avec des pincettes, bien entendu, ça dépend du contexte, mais socialement, au niveau des réseaux sociaux, une faible présence relative de Robert Parker. Par rapport à ce que je vous ai dit, d'un point de vue initial, quels sont les takeaways que vous pouvez prendre? Moi, je dirais que en France, c'est important de reconnaître l'importance des restaurants, l'importance que nous, en tant que consommateurs, on accorde entre faire un pairing entre son plat et son vin, et notamment au niveau des restaurants. Donc c'est important de travailler avec des influenceurs qui sont dans ce domaine pour gagner en momentum, puisque c'est quelque chose qui est déjà très très actif. L'importance en Italie comme en France d'Instagram, beaucoup de photos sont partagées. Que ce soit pour une reconnaissance sociale ou pour un partage d'expérience, beaucoup de gens ont tendance à communiquer autour des vins qui sont consommés. Donc Instagram est un réseau extrêmement important à considérer. Voilà, donc se rapprocher d'un écosystème qui
qui est lié à ce que je viens d'évoquer pour plus d'efficacité. Alors bien entendu, si on fait d'autres recherches, on va trouver d'autres angles. La plupart de nos clients essaient d'avoir des personas très précis et d'adresser chaque type de personne qu'on veut toucher de manière différente. Mais là, c'est quelque chose qui est apparu de manière assez nette. En Angleterre, c'est surtout les femmes qui sont consommatrices. Le vin sur des éléments particuliers, donc Noël, etc. Donc des moments bien précis, alors que le Prosecco, lui, est une boisson de tous les jours. Je pense qu'il y a une chose très importante à travailler, c'est quelles sont les résistances à l'achat des hommes anglais vis-à-vis du vin. Je pense que là-dessus, j'ai pas mal d'amis anglais qui consomment des vins exceptionnels de par leurs origines, où ils ont une connaissance, une éducation assez poussée sur le vin. Mais il y a toute une catégorie de la population qui est très très grande, qui ne boit pas de vin ou qui ne souhaite pas en boire publiquement. Donc, bien regarder ces barrières-là, parce qu'il y a effectivement une capacité d'amélioration en Angleterre qui est très très importante. Travailler aussi avec les supermarchés, parce que justement ces promotions supermarchés sont très très relayées sur les réseaux sociaux, donc c'est pas très très glamour en France, mais en Angleterre c'est très positif. En Italie, le fait qu'il y a toute une dynamique autour du vin et de la cuisine, ça c'est quelque chose d'intégré, de travailler avec des influenceurs qui sont liés à la cuisine. On a repéré quelques sites qui sont très intéressants en ce regard. Le positionnement très très fort d'Instagram, si vous travaillez sur le marché italien, c'est très important d'être présent. Il l'utilise 3 fois plus que les autres pays, donc ça c'est quelque chose de vraiment vraiment fondamentalement important. Voilà, et effectivement l'importance du secteur touristique et du vin, le no-tourisme italien qui est vraiment vraiment très très marqué au niveau social. Donc ça, c'est des points importants à entamer si vous travaillez justement au niveau publicitaire, vous engagez socialement avec des clients italiens. En Allemagne, justement, ça vaut le coup de communiquer au travers d'une consommation raisonnée, si on veut pouvoir aussi répondre aux attentes de ce pays. Donc c'était assez intéressant de voir cette approche. On aime le vin, mais on veut faire attention à sa santé. Donc voilà les takeaways. J'ai juste quelques petites planches à vous montrer sur des analyses qu'on ne va pas commenter en longueur, mais que si vous souhaitez aller plus loin avec nous, on est capable de sous-segmenter les données de manière extrêmement profonde. Donc on a, alors les graphes ne sont pas très très visibles, mais on a classé par pays les priorités des buveurs de vin sur des catégories qu'on a définies nous-mêmes. Si vous en avez d'autres, on peut les intégrer, notamment le pairing avec la nourriture, le goût du vin, l'aspect santé, l'aspect social value, ça c'est très très important. On a commencé à travailler avec l'INSEAD sur la codification du luxe, l'acquisition de statut ou le maintien de statut, et le vin est une partie extrêmement importante de ça. Donc, bien garder ça en tête, que la valeur sociale du vin est très très importante, et la partie autogratification quand on veut se faire plaisir après une dure journée. On a la capacité aussi, avec nos analyses de profil qu'on a sur Twitter et sur d'autres secteurs, d'analyser par pays les centres d'intérêt en dehors du vin. Donc on voit que food and drinks, c'est évident, les livres, la musique, le sport. Alors tout ça, c'est à prendre un peu avec des pincettes, parce que quand on a fait une étude sur le whisky, on s'est aperçu que le sport et le whisky étaient assez corrélés, mais quand on a bien regardé, c'était surtout du snooker, des darts. Les gens qui jouent du sportif de haut niveau n'avaient pas tendance à boire du whisky, mais sur certains aspects, ça peut être intéressant. Donc on a la capacité d'aller segmenter ça de manière encore plus précise, suivant vos besoins. Et pour les réseaux sociaux, je trouvais que cette planche était assez intéressante aussi, voir la représentation des réseaux sociaux. Alors je ne l'ai pas dit en début de présentation, c'est qu'on a exclu Facebook, parce que Facebook, les serveurs sont aux US et ne nous permettent pas une segmentation nationale. Donc pour éviter d'avoir du bruit, on a sorti Facebook. On le couvre très bien, mais donc il n'est pas représenté dans ce graphe. On voit l'importance de Twitter, on voit l'importance incroyable d'Instagram en Italie. Vous voyez la barre rouge, à peu près rouge au centre, qui est très très importante. Donc ça vous permet de voir qu'en moyenne, rien qu'avec Twitter, Instagram et les forums importants, on est à 80% de la communication des 370 000 mentions dont je vous parlais. Facebook est très très significatif, mais à Facebook, il y a les données publiques et les données privées. Nous,
on est autorisé qu'à crawler les données publiques. Je pense que ça a rajouté peut-être 30% de données en plus. Ça dépend des secteurs d'activité, mais ça, on a l'autorisation, on ne travaille qu'avec des données anonymisées. Et donc, justement, on ne peut pas se permettre d'aller sur des profils personnels. Donc, Facebook est très important, mais dans notre domaine d'activité, Instagram a un momentum beaucoup plus important. Et puis, Facebook change sa politique de manière régulière, ce qui, après, pose des difficultés à nous, comme tous les acteurs de notre secteur. Mais Facebook, sur certains domaines, est très, très important, sur d'autres, moins. Par exemple, dans le domaine du gaming ou de la cosmétique, YouTube est le channel le plus important. Facebook peut l'être, je pense, dans le domaine du vin, on serait peut-être à 20-30% de mentions en plus. À vérifier. Mais... Parce que le vin est partagé de manière assez ouverte. Après, voilà. Merci. Donc, si vous voulez me contacter, au déjeuner, ou mon mail est assez facile à retenir, bertrand@brandwatch.com, et ça sera avec plaisir qu'on pourra continuer ces discussions au niveau social. Merci.